Bonsoir à tous, bienvenue, vous écoutez de tout et de rien comme d'habitude, votre émission qui vous parle de tout et surtout de rien. C'est la deuxième fois qu'on tente cet enregistrement, on espère qu'il va marcher cette fois-ci. Et quand je dis on, je parle de moi, et je parle bien sûr de la personne qui en réalité a préparé l'entièreté de cette émission, parce que oui, mesdames et messieurs, chers auditeurs, je ne sais pas du tout ce qui va se passer ce soir. Pas le moins du monde. C'est Jules qui a préparé l'ensemble de l'émission. Comment vas-tu, Jules, aujourd'hui ? Bonjour Marc, ça va et toi ? Bah écoute, ça va, un peu enroué peut-être, ça s'entendra probablement pendant l'enregistrement, mais c'est pas très grave, on fait avec. Alors du coup, Jules, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau en fait, puisque c'est un hors-série, mais c'est un hors-série sur quoi ? C'est un hors-série avec qui ? Alors en réalité, je n'ai pas vraiment préparé moi-même, c'est quelque chose qu'on a construit à trois. Donc on est trois doctorants du laboratoire Editem, donc à Chambéry, et on t'a proposé de faire un petit de tout et de rien hors série sur un site en particulier, le site du Madasil en Ariège, dans les Pyrénées. Et donc l'idée étant d'en parler, de l'expliquer, d'attiser la curiosité des auditeurs sur ce site par le prisme de nos différentes compétences, spécialités, de nos différents axes de recherche. D'accord, ok, très bien. Et du coup, alors, quels sont vos actes de recherche à tous les trois ? Bonjour du coup à Johan et Julien, du coup, car c'est vous qui êtes les invités de Jules dans ce podcast. Tout à Comment fait. Vous allez ? Bonjour. Bonsoir tout le monde. Ma foi, franchement bien. Je pense que c'est la même pour Julien. Ouais, carrément, détendu. Détendu, c'est parfait. Ouais. Alors du coup, c'est quoi on va commencer par le début. C'est quoi un petit peu vos spécialités à tous les trois avant qu'on se jette directement dans le bain pour parler du tu dis Madasil, c'est ça ? Le Madasil, oui. Ouais. Moi, j'ajouterais que peut-être, en tant que fier sudiste, il faudrait dire masse d'asile, mais. Bah c'est ça, moi je dis masse, Moi aussi, parce que je suis c'est vrai. un mec du sud. Du coup on dit masse, d'accord, ok. Bah chacun prononcera comme bon le semblera, car nous sommes ouverts aux suggestions. Donc du coup, Bien sûr. revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos chroniqueurs. Qui êtes-vous et que faites-vous ? Johan, je te laisse la parole. Très bien. Et comme le disait Jules, je suis également doctorant au laboratoire Editem, donc qui est basé à Chambéry. Ouais. En ce qui me concerne, je suis doctorant en géographie et assez spécifiquement en géographie du patrimoine. On va dire que c'est une sous-catégorie, hein, une forme de différence avec peut-être ceux qui font de la géographie sociale ou ce genre de choses. D'accord. Et donc habituellement, voilà, je traite plus des sujets de patrimonialisation, de valorisation des sites archéologiques en particulier. Donc l'intérêt que j'ai à travers ce site archéologique, c'est pas forcément de voir le matériel en lui-même, mais c'est de voir la manière dont il est diffusé, dont il est approprié par les sociétés. Donc c'est un petit peu cette touche-là que j'espère pouvoir amener ce soir. D'accord, bah super, c'est fantastique. Et toi Julien, du coup, c'est quoi ta spé ? Eh ben, donc je suis aussi un collègue des deux autres à Chambéry. Moi, je travaille plus sur des questions, des thématiques qui ressemblent à celles que travaille Jules. C'est de l'archéo-géomorphologie ou de l'anthropo-géomorphologie. D'accord. En gros, on s'intéresse à l'évolution du relief, l'évolution de certains sites archéologiques, et on cherche à reconstituer l'évolution de ces reliefs-là pour essayer de positionner les fréquentations humaines passées, plus ou moins anciennes, sur ces sites-là, pouvoir les positionner dans le temps, quoi. Ok, très bien. Et toi, du coup, Jules, je te laisse expliquer même si je pense que les auditeurs ont dû comprendre avec le temps ce que tu faisais, je pense, comme étude, mais réexplique, parce qu'on sait jamais, il y a peut-être de nouvelles personnes qui vont nous écouter sur ce hors-série. Du coup, moi aussi, je travaille en géographie, alors une branche pareille, particulière de la géographie, donc qui est la géomorphologie. Comme Julien, je travaille même dans une sous-catégorie qui s'appelle l'anthropo-géomorphologie, qui vise en fait à étudier des sites archéologiques pour faire la distinguo entre ce qui est des formes dont l'origine est humaine et des formes dont l'origine est naturelle. D'accord, ok. Par rapport à Julien étant plutôt spécialisé dans des sites ouverts, moi je suis plutôt spécialisé dans des sites fermés, c'est-à-dire plutôt des sites souterrains, donc des grottes en fait tout simplement. Si je peux me permettre, fermé, ouvert, c'est à discuter largement, oui, c'est plein air ou tout à fait, bien évidemment. Non mais dans le sens pour simplifier, je comprends bien. Dans le sens où t'es quand même plutôt à l'extérieur, je suis plutôt, oui, c'est ça. plutôt en c'est ça, intérieur, on peut le dire comme ça peut-être. Et je pense que t'auras compris, Marc, et puis les auditeurs aussi auront compris que au final, la thématique qu'on aborde avec Jules est assez large, quoi. Ouais. Oui, ouais.
Voilà. Et du coup, tous les trois, vous avez choisi de nous parler du Mas d'Asile du coup aujourd'hui. Et du coup, je peux poser la question, pourquoi spécialement le Mas d'Asile? Est-ce que c'est parce que c'est un site qui regroupe vos 3 champs de compétences? Est-ce que c'est parce qu'il y a pas mal de sources dessus? Est-ce que c'est parce que vous l'aimez ce site peut-être tout simplement? Alors, je pense que Johan pourra davantage en parler de moi parce que c'est lui qui a le dernier mot sur le sujet. Mais l'idée à la base, c'était vraiment d'avoir un site qu'on connaissait, enfin, qui était pas notre site de recherche à tous les trois et qui regroupait mine de rien des thématiques qui nous regroupaient autour de ça, quoi. Mais bon, c'est plutôt Johan qui peut. Oui, bah le dernier mot, c'est vrai qu'on s'était posé la question de trouver un site qui pouvait présenter un peu cette dimension transversale pour tous les trois. Et l'intérêt, c'était de présenter un site qui soit pas internationalement connu, sur lequel évidemment on peut trouver n'importe quelle documentation en tapant 3 mots sur Google. Et l'intérêt du Mas d'Asile, c'était que on pouvait l'étudier selon 3 prismes différents. Il y a de la documentation et en même temps, on pouvait apporter cette petite touche de curiosité en plus du fait que c'est peut-être un site dont on a déjà entendu le nom, même si on se documente pas trop sur l'archéologie, et en même temps on peut toujours apprendre des choses qui ont peu de rapport avec l'archéologie. Là on parle de géomorphologie, moi je vais parler plus par exemple de valorisation. On a moins l'habitude d'entendre ces mots-là, et le Mas d'Asile regroupe des thématiques qui sont très très larges, tout en ayant, et je me répète là-dessus, ce petit côté découverte, je pense, parce que pas tout le monde sait ne serait-ce que où se situe le Mas d'Asile, et de quoi on parle quand on parle du Mas d'Asile. Donc c'était un peu l'intérêt qu'il y avait dans ce choix. D'accord, ok. Bah écoutez, super, fantastique, moi ça me va très très bien. Bah écoutez, je sais pas, qui est censé commencer parmi vous trois, du coup, dans ce que vous avez prévu dans votre organisation? Alors, bah, je suis censé commencer, alors, simplement, du coup, pour peut-être qu'on ait qu'on ait un plan, hein, on est assez universitaire dans l'idée. Non, c'est simplement pour qu'on sache où on va. L'idée, c'est que je présente le site, c'est-à-dire l'expliquer. Alors on suit quand même une trame chronologique, hein, c'est-à-dire que je vais expliquer donc décrire le site et puis surtout décrire les premières recherches qui vont avoir lieu à l'intérieur, essentiellement du coup du point de vue préhistorique. Et Julien, du coup, va prendre le relais sur les recherches récentes, qui intègrent notamment tout le volet géomorpho, et Johan, du coup, va reprendre sur le côté patrimoine qui s'ensuit. C'est un peu, voilà, l'idée de la trame qu'on s'en est faite. C'est votre plan, quoi, en fait, au final. Un plan en 3 points. Voilà. D'accord. Eh ben, fantastique. Du coup, je vous propose de commencer. Passons à la partie 1 de notre dissertation auditive. Oh, c'est un joli terme, dissertation. J'adore ce terme. C'est de l'impro totale. Eh bien, Jules, à toi la scène, alors. Eh bien, merci. Posons-nous quelques instants. Nous sommes maintenant dans le département de l'Ariège, au pied des Pyrénées. Nous sommes donc dans le village du Mas d'Asile. Oui, j'ai bien fait attention à la prononciation. Bravo. Un village qui a trouvé sa place au bord de l'Arise, un affluent de la Garonne. Alors c'est une ancienne bastide fortifiée, elle a été créée en 1246 et a connu une histoire assez riche et mouvementée. Elle est devenue fief protestant en 1540 par exemple, et depuis le village a connu plusieurs tentatives de conquête, dont celle de Louis XIII en 1625. Une conquête assez notable, c'est pour ça que j'en parle, puisque 15 000 hommes ont essayé d'assiéger la ville pendant un mois. Et pourtant, ça n'a rien changé. Ils sont partis la queue entre les jambes. C'est même les femmes du village qui ont pris en otage le capitaine de l'armée, forçant l'armée du coup à reculer. Enfin bon, ça a été un vrai fiasco pour Louis XIII. Alors, le château va être démantelé 4 ans plus tard, mine de rien, et puis les fortifications vont être rasées en 1636. Plus tard, une nouvelle église est construite, et puis enfin, le Mas d'Asile devient une commune en 1790. Enfin, vous vous en doutez, au vu de la description de l'épisode qu'on a eu auparavant, c'est pas vraiment cette histoire qui va nous intéresser. Parce qu'outre cette histoire, le Mas d'Asile cache une autre particularité. En fait, derrière le village, la rivière de l'Arise sort d'une grande paroi rocheuse. En fait, elle sort de la base de la paroi d'un large porche allongé au plafond plat. Après une traversée d'environ 500 mètres à travers la roche, où d'autres galeries latérales se perdent dans l'obscurité, elle débouche de l'autre côté de la montagne. En un porche impressionnant à 51 mètres de haut, plus de 45 mètres de large, c'est un véritable tunnel naturel qui a été utilisé à peu près à toutes les époques. Alors, quand je dis utilisé à toutes les époques, c'est que par exemple les premiers chrétiens ont utilisé la grotte comme sanctuaire caché, les protestants s'y sont réfugiés plusieurs fois lors de sièges, amenant, d'après la légende, Richelieu à faire dynamiter le plafond de la salle d'une des salles, une des grandes salles qu'on verra tout à l'heure, après ce fameux siège de 1625. Alors je dis d'après la légende parce qu'en fait on n'en a aucune trace. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, donc on aime un peu grossir les événements qui s'y sont déroulés. Ouais, parce que c'est classe comme légende quand même. Ah bah oui, faire dynamiter la grotte de l'intérieur, voilà, c'est assez violent. Et puis enfin, depuis le XVIe siècle jusqu'à la Révolution, on y extrait du salpêtre,
qui est utilisé pour la fabrication de la poudre à canon. D'accord. Toutefois, le passage par la grotte n'est pas vraiment le plus simple du monde. Le tunnel est très large, une vingtaine, trentaine de mètres par endroit de large. Bon, il présente quand même des passages un peu plus accidentés que d'autres. À certains endroits, la rivière effectue un virage près du passage empruntable, et des fois, des immenses blocs obligent à mettre les mains, donc c'est pas forcément, il y a des moments où ça devient un peu plus tendu que d'autres. D'autant plus des moments dans l'année, quand la rivière se met un peu en crue, pas forcément une bonne idée. D'où l'idée d'y aménager une véritable route, en fait, qui pourrait traverser la grotte pour rejoindre la vallée de l'autre côté. Et quand je vous dis ça, nous sommes en fait en 1857, et c'est là que commence notre histoire. Alors pour une fois, j'ai fait une introduction relativement courte, vous remarquerez, j'ai fait des efforts. Alors, donc nous sommes en 1857. Depuis plusieurs années, il y a une nouvelle discipline scientifique qui est en plein essor. On appelle ça, aujourd'hui on appellerait ça la préhistoire, mais à l'époque on parle plutôt d'histoire antédiluvienne, avant le déluge. En effet, depuis peu, on commence à admettre la possibilité que l'homme ait pu vivre en des époques reculées, dans des environnements très différents de ceux d'aujourd'hui. On a par exemple un chercheur qui s'appelle Jacques Boucher de Perthes, qui a quelques années plus tôt à peine, pu démontrer que des hommes ont été contemporains de mammouths. En fait, il a simplement trouvé des mammouths sculptés et des ossements humains présents dans les mêmes couches stratigraphiques que certains grands animaux comme des mammouths. Donc voilà, c'est une idée qui commence un peu à imbiber la société de l'époque et qui est relativement à la mode en fait. Et nous, on va s'intéresser à un personnage qui s'appelle Jean-Jacques Pouec. Alors c'est un abbé, professeur au Grand Séminaire de Paris. Je risque d'écorcher le mot, c'est peut-être pas comme ça qu'on dit dans le Sud. Donc cet abbé, qui est passionné de sciences naturelles et de géologie, il est assez bercé justement par ses idées naissantes. Et inlassablement, il va arpenter les grottes de la région, notamment la grotte du Madasil, d'abord pour son attrait pour la géologie, il tente d'expliquer comment se forment ces grottes, c'est aussi quelque chose qui le passionne, et puis forcément, l'engouement de l'époque pour les ossements fossiles ne manque pas de le rattraper. Et ainsi, ça fait maintenant plus de 20 ans que cet abbé explore la grotte du Madasil et cherche à en comprendre l'histoire en fait. C'est une grotte qui lui a particulièrement tapé dans l'œil, de par ses volumes assez impressionnants, et ce caractère du coup d'une rivière qui sort d'un côté, qui ressort par l'autre, c'est vraiment un tunnel naturel, c'est assez intéressant. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on embarque ensemble pour justement une exploration de Pouec, comme il aurait pu le faire à l'époque, histoire de comprendre ce que ça veut dire à l'époque, rentrer dans le Madasil. D'accord, ok. Alors le matin se lève sur le village du Madasil. Alors l'heure est de préparer les sacs. Pouec prend une lanterne sur le meuble. Il vérifie sa sacoche en bandoulière, une demi-douzaine de grosses bougies, qui ont l'avantage de pouvoir être essuyées en cas de problème dans l'eau. Plusieurs petits bouts de bougies, allumettes, briquets, petite pharmacie, flacons de rhum, ronds de chocolat, marteau, couteau, planche à dessiner, papier quadrillé, crayon, ok, c'est bon, il y a tout. Alors, il range son sac et il part sur le chemin. Il doit marcher une vingtaine de minutes dans les bois en suivant un sentier. C'est le printemps, le paysage est beau, mais la fonte de neige a fait gonfler la rivière. La rivière gronde en dessous du sentier, entre les arbres, on la discerne à peine. Et puis d'un coup, il débouche devant l'entrée. Une immense façade de roches blanches se découpe de derrière les arbres. À sa base, la rivière sort d'une large entrée en amande. Le plafond très plat doit se situer à environ 7 mètres au-dessus de la rivière qui coule à droite du sentier. Du côté du sentier, la rivière a déposé un amoncellement de blocs volumineux hauts de plusieurs mètres qui s'enfoncent dans les ténèbres. C'est le meilleur moyen d'y accéder sans se mouiller. Alors Pouec vérifie sa sangle de sa bandoulière et se dirige entre les blocs. Il n'y a rien d'infaisable, il faut simplement garder son équilibre, mettre les mains à quelques endroits. Une fois dans la grotte, l'écho de la rivière gomme tout autre bruit. Il marche alors sur la crête de cailloutis et de blocs laissés par la rivière. La grandeur du porche permet de voir quand même devant, il y a encore de la lumière qui s'y engouffre. Et donc l'ombre des blocs on reste tout de même dans une certaine pénombre, et donc il commence à allumer sa lampe. Les galeries, il y a quelques galeries qui semblent s'engouffrer dans l'obscurité, juste à sa gauche, au niveau de la paroi. Pouec les connaît, alors rien de très intéressant, ils débouchent sur rien, ils sont rapidement bloqués. Quoi qu'il en soit, il continue. C'est pas cela qui m'intéresse aujourd'hui. La galerie, avec large d'une trentaine de mètres, s'incurve vers la gauche, et dès qu'il a passé ce stade, la lumière du jour ne passe plus. Il n'y a que les lumières chancelantes de l'explorateur et le bruit assourdissant de la rivière. Une vingtaine de mètres plus loin, Pouec aperçoit le passage de l'Ilka. Le méandre de la rivière se rapproche des blocs de la rive droite où se trouve le passage de Pouec. Et ce passage devient très étroit et chaotique. Il faut grimper en prenant garde. La moindre chute dans la rivière ne paraît pas être une bonne idée. Alors il grimpe, un petit effort, et hop, il est passé. De l'autre côté, on aperçoit la sortie. Une lumière débouche sur un coude de la galerie, au fond de la galerie, maintenant haute de près de 70 mètres.
De l'autre côté, donc derrière ce passage un peu étroit, il voit également sur sa gauche une grande salle qui prolonge le sentier en rive droite. On y trouve de grandes accumulations de sable et de galets, des matériaux laissés par la rivière il y a longtemps. Au fond de la pièce, des galeries remontent et se perdent dans le noir. Là non plus, il n'a pas vraiment cherché plus loin. C'est des galeries qui, il l'a testé une fois ou deux, se perdent rapidement. Alors Pouec sourit. Il connaît en fait très bien cette salle. Il lui a même donné un nom, l'étable aux rennes. En effet, dans les sédiments, il a découvert un nombre impressionnant d'ossements de rennes. Aucun doute, il tient là un gisement préhistorique majeur. Avant de commencer son travail, ses yeux se perdent au niveau de l'autre entrée, une entrée gigantesque, plus de 50 mètres de hauteur. Derrière, au niveau de cette entrée, il distingue d'ailleurs une autre berge. La rivière se resserre encore de son côté, laissant de l'autre côté, en rive gauche, une plage de galets assez large, sur laquelle on pourra revenir plus tard. Voilà donc à quoi pouvait ressembler une petite exploration du Magazine par l'abbé Pouec. Alors, vous le voyez, c'était pas forcément évident, il y avait des moments, surtout à l'époque, vous imaginez le halo de lumière que pouvait lui donner sa petite lanterne, sa petite bougie. Ouais. On voit assez proche de soi, on n'arrive pas à voir très loin, donc la moindre galerie en fait paraît très sombre et très mystérieuse. Très dangereuse aussi, on ne sait pas trop ce qui s'y trouve. Ouais, c'est ça, si tu vois rien, tu ne sais pas comment agir, quoi. Exactement. Et puis la rivière est parfois très proche, il y a des blocs, etc. Quoi qu'il en soit, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans cette grotte, donc il maîtrise assez, mais il commence à la connaître. Alors comme je vous l'ai dit, dans la grande salle latérale, qui se trouve donc à peu près au centre de la grotte, l'étable aux rennes, comme il l'a appelé, il y trouve de prodigieuses quantités d'os brisés de rennes, de bœufs, de cheval, ainsi que quelques silex, un grattoir, couteau, pointe de flèche. Donc voilà, c'est comme ça que va se lancer petit à petit l'aventure archéologique, entre guillemets, parce qu'on n'en est pas vraiment encore à ce stade, du Madasil. Mais rappelez-vous, on est en 1857, et en fait depuis 6 ans, il est plus totalement seul dans la grotte. Je vous l'ai dit, l'idée commençait à germer de créer une route dans ce tunnel naturel. Et les ingénieurs des ponts et chaussées ont terminé les études préparatoires pour la construction de la route, et les travaux vont commencer. Alors il s'agit d'un véritable défi technique pour l'époque. Et dès lors, les découvertes archéologiques vont être, comme bien souvent, intimement liées en fait, à ces travaux d'aménagement. Plusieurs chercheurs vont profiter de l'événement pour entamer des sondages et enchaîner les découvertes. Et en quelques années, le Madasil devient célèbre dans toute la France, pour ses vestiges anciens et pour sa route souterraine. Pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point c'était une véritable prouesse technique, c'est un ouvrage qui a été présenté à l'exposition universelle de Paris en 1867. On était très fiers de cet ouvrage, oui, vraiment, ça a été, c'était quelque chose d'important. Donc la grotte devient célèbre pour ces deux facettes. Toutefois, il a noté que les tranchées de la route vont provoquer d'irréversibles cicatrices dans les sédiments de la grotte. Une quantité considérable de matériaux servent à l'empierrement de la route, de l'intérieur ou du dehors. Donc si beaucoup de découvertes sont sorties de ces travaux, la plupart sont perdues à jamais. Donc globalement, parmi ces découvertes, on peut dénombrer énormément d'ossements d'animaux qui ne se trouvent plus en Ariège aujourd'hui, du renne, de l'auroch, ce genre d'animaux. On va également trouver quelques silex, quelques signes d'occupation. Quoi qu'il en soit, en 1875, la crue emporte 250 mètres de route. Donc l'ouvrage dont on était si fier a finalement été balayé assez rapidement, la moindre crue. Ce qui entraîne donc une nouvelle phase de construction, vous vous en doutez, on apprend facilement de nos erreurs. Bah oui, forcément. Bon, cette fois-ci quand même, on en tient un petit peu compte. On va construire la route 5,5 mètres au-dessus de l'eau, histoire de se prémunir d'éventuelles crues de la Rise. Ce qui fait que on va surplomber encore de plusieurs mètres le lit de la rivière, il faut aller chercher des terres plus hautes sur la rive droite, donc creuser encore plus haut et creuser d'autres endroits. On va même carrément dans le dernier passage difficile qui sort de l'autre côté de la grotte, on va tout simplement faire un trou dans la paroi jusqu'à sortir à l'extérieur. On va même plus utiliser la sortie naturelle. D'accord. Et puis petit à petit, les fouilles faisant, le potentiel archéologique commence à être connu et attise la convoitise des collectionneurs. Les rivalités sont vives entre notables régionaux et chercheurs locaux. Et parmi les chercheurs qui vont étudier le mas d'Asie, et considérablement enrichir le corpus de connaissances, il en est un dont le nom résonne encore aujourd'hui dans les parois de la grotte. Son nom, c'est Édouard Piette. Alors, à l'époque, c'est déjà un savant reconnu en France pour ses travaux dans d'autres grottes pyrénéennes. Il avait déjà amassé une riche collection d'éléments préhistoriques et puis disposait d'une petite fortune personnelle, ce qui aide toujours. Donc il va reprendre l'étude de la salle de l'étable aux rennes, que lui va renommer la Cavernamon. Pour lui, c'est une véritable grotte dans la grotte. Et il va y mettre au jour une énorme quantité d'œuvres d'art mobilier sur os et bois de renne. En examinant rigoureusement chacun des éléments de la fouille,
il va contribuer donc à l'établissement d'une chronologie pour la préhistoire, qui va être basée sur l'évolution des productions artistiques, sculptures, gravures, etc. Alors en fait, c'est plus ou moins à cette époque-là que plusieurs chercheurs vont contribuer à ça. Aujourd'hui, on a des époques qui sont assez définies. Alors, c'est des époques dont il faut rappeler qu'elles sont uniquement basées sur des critères stylistiques, au niveau de l'art, au niveau des outils. Donc il faut se rappeler que, bon, ça aide à se situer chronologiquement, mais ça représente pas réellement des cultures dans le sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui tout le monde disparaissait, là aujourd'hui, en 2020, tout le monde disparaît, dans 2000 ans quelqu'un arrive, trouve un tournevis, et dit bah voilà, et ça devait être la culture du tournevis. Voilà, regardez, c'est une culture qui s'étend de la France jusqu'en Chine, qui passe par les États-Unis. Bon, en fait, ça n'a pas vraiment de sens, anthropologiquement parlant. Mais ça permet simplement de se situer. Par exemple, on va parler de l'Aurignaciens pour les premiers peuplements d'Homo sapiens qui vont arriver en Europe il y a 40 000 ans et qui ont par exemple fait la grotte Chauvet. Vont suivre les Graveciens, il y a environ 30 000 ans, puis les Solutréens qui vont connaître le maximum de l'âge glaciaire, les Magdaléniens, ceux qui ont fait Lascaux, il y a environ 18 000 ans, 17 000 ans, voilà, et d'autres cultures qui vont arriver comme ça. Donc c'est vraiment à cette époque que va se construire, se créer cette discipline scientifique qui est la préhistoire. Et le mas d'Asile, va être donc l'un des sites phares pour cette construction épistémologique. Alors, les techniques de l'époque restent toutefois loin de celles d'aujourd'hui, hein. Beaucoup d'informations sont mélangées ou détruites, encore une fois. Et puis au fil des années, c'est un autre secteur qui va particulièrement intéresser Piette. La rive gauche de la Rize, au niveau du porche gigantesque de l'exutoire. Vous vous rappelez, lorsque notre premier chercheur, Puech, avait regardé vers l'autre sortie de la grotte, qu'il avait vu cette plage de galets de l'autre côté de la rivière, c'est cette plage-là. D'accord, ouais. Alors en fouillant, il va y découvrir des pointes d'armature à dos et des outils en bois et en os qui semblent assez étranges parce qu'en fait ils sont beaucoup plus petits que ceux qu'il avait l'habitude de retrouver ailleurs dans la cavité. Et même dans d'autres sites, hein, je vous rappelle qu'il a étudié beaucoup d'autres sites. Les silex et les harpons semblent plus plats, plus fins. Et puis il va retrouver des galets peints. Il y a encore toute la peinture dessus avec des signes géométriques, des points, des traits, des signes en dents de scie. Donc assez étrange, mais parfaitement conservé. Et puis il va même retrouver un petit crâne humain. Le crâne édenté de Magda, comme il l'a surnommé, une adolescente âgée d'entre 16 et 18 ans, avec une vertèbre de reine dans l'orbite gauche. Ah oui, d'accord. Alors ces personnes qui ont vécu donc, sur ce bord de la Rize, au niveau de l'entrée de la grotte, en fait il s'agit de chasseurs-cueilleurs qui ont résidé dans le porche de la grotte, au bord de la rivière il y a environ 12 000 ans. Alors imaginons, nous sommes il y a 12 000 ans devant le mas d'Asile. Le vent souffle sur les pins, le jet crie, puis se tait. D'un coup, on entend le brame du cerf au loin. On est plutôt vers la fin de l'été. 3 silhouettes se dessinent sur la berge. Avec un arc dans le dos, ils portent une biche, les pattes attachées autour d'une longue branche. Ils se dirigent vers la grotte. À l'entrée, un petit groupe s'est installé en contre-haut de la berge. Pour quelques semaines, ils vont bientôt partir. La fumée des feux s'échappe doucement du porche. Leurs habits sont riches, décorés de perles de pierre, certains sont peints, certains sont même peinturlurés au niveau du visage, quelques signes géométriques. Une femme sur le côté fabrique des outils en percutant précisément un aiguille de silex pour en faire de petites pointes. D'autres décortiquent des escargots frappés ce matin. Les enfants remontent le talus depuis la berge, après avoir joué à lancer de petits galets dans l'eau. Fiers d'eux, ils apportent certains galets aux adultes, l'un d'eux les regarde, puis en silence, on saisit quelques-uns et les met de côté. Devant le feu, le soir, la lumière éloigne les prédateurs, on entend le loup qui crie au loin. Les nouveaux arrivés, tout à l'heure, racontent leur expédition par la montagne pour commercer avec d'autres groupes. D'autres ont entrepris de peindre les galets, avec les mêmes signes géométriques qu'ils arborent sur le visage. Puis l'une des deux jeunes filles, qui s'est brouillée dans l'eau tout à l'heure, commence à doucement tousser. Le lendemain, elle ne se réveille pas. Plus tard, on la dépose au milieu du parterre de galets, des vertèbres de reine sur les yeux avec quelques galets peints. On chante un temps. Puis le groupe part. Alors cette scène, elle est très romancée, et s'appuie au final sur extrêmement peu d'éléments. Quelques objets laissés là, des galets peints et un crâne. Vous comprenez donc qu'il est important de continuer les recherches. Et plusieurs générations de chercheurs, en fait, vont commencer à s'atteler à ce problème. Alors, déjà, à noter que ce petit groupe,
dont on vient de parler, encore une fois cette image assez romancée de ce groupe, tel qu'il a pu être, va donner lieu à une nouvelle classification culturelle, on va les appeler les Asiliens, du fait du nom du mas d'asile. C'est une culture propre, qu'on va retrouver sur plein d'autres sites plus tard, mais qui a débuté son histoire épistémologique au niveau du mas d'asile. D'accord. Alors plusieurs chercheurs vont continuer ces recherches pour ces Asiliens, mais également pour d'autres, les Magdaléniens, vous vous rappelez, ceux qui sont à l'époque de Lascaux, qui ont pas mal investi le site. On retrouve même une dent de cachalot sculptée sur le site. Alors, on est assez loin d'un endroit où on pourrait trouver un cachalot, donc pareil, on a des traces d'échanges assez vieilles, et plusieurs générations de chercheurs vont continuer sur cet héritage. Alors la volonté de Piette, pendant son époque, de garder la main mise sur le site, n'a pas aidé à l'implantation de jeunes chercheurs. On a l'abbé Breuil, qui va découvrir entre 1901 et 1902 les premières peintures au mas d'asile, et puis quelques gravures de bisons, chevaux, cerfs, mais il va pas s'investir plus avant dans l'étude générale du site, et ça va être la même chose pour plusieurs préhistoriens assez phares de l'époque. Bon, l'abbé Breuil fera d'autres découvertes, c'est par exemple celui qui, plus tard, ira dans les premiers découvrir Lascaux, après avoir été appelé pour reconnaître le site. Enfin, on va avoir 3 autres chercheurs, donc Joseph Mandement et puis les époux Pécard, qui vont considérablement modifier le site. Mandement va dégager l'accès à plusieurs galeries. Vous vous rappelez les galeries qui se perdaient dans le noir au-dessus de la grande salle, la grotte dans la grotte. Mais voilà, ils vont tout simplement dégager l'accès à plusieurs galeries entre 1936 et 1944, puis faire de nouvelles découvertes. Il va par exemple découvrir une galerie entièrement remplie de restes d'ours des cavernes, parfaitement conservés. C'est une galerie qu'on peut visiter encore aujourd'hui. Il va même découvrir un crâne de mammouth laineux dans les secteurs les plus profonds de la grotte. Et enfin, un crâne humain, isolé en plein milieu d'une salle datant du Magdalénien. Et c'est là que commence à se poser des questions. Vous en doutez, il y a quelque chose qui cloche là, dans ce que je viens de dire. On vient quand même de retrouver un crâne de mammouth tout au fond de la grotte. Ouais. Après avoir creusé pour pouvoir y arriver. Ce mammouth, il a rien à faire là. Déjà, qu'est-ce qu'il va faire dans une grotte? Et puis, qu'est-ce qu'il va faire dans une grotte dans laquelle on ne peut pas accéder puisqu'il faut creuser? Ça paraît étrange. Et ainsi commence à se poser la question. En fait, pour comprendre vraiment le site, pour comprendre vraiment comment il s'organise, comment des gens ont pu y vivre, comment des gens ont pu l'occuper, le fréquenter, avec quoi ils ont dû interagir, en fait, il est absolument primordial de comprendre quel était le paysage que eux-mêmes ont vécu. Comment est-ce que ce paysage a évolué? Et si, au départ, c'était des géologues qui avaient pris la main sur le site, vous vous rappelez, l'abbé Pouec était plutôt d'orientation géologue, petit à petit, en fait, c'est quelque chose qu'on a assez perdu, en fait. Et c'est une question par rapport au paysage vécu, à l'évolution des paysages et des formes du relief, qui a commencé petit à petit à s'imbiber dans les questionnements autour du mas d'asile. Et c'est quelque chose qui, plus tard, va être évoqué de nouveau. Mais là, c'est une autre histoire. Je suppose que le détenteur de la suite des événements, c'est Julien, c'est ça? Oui, exactement. Eh ben, nous t'écoutons, Julien. Nous buvons tes paroles pour connaître la suite des événements, au final, de ce qui va se passer. Eh bien, c'est à partir de 2010-2011 que l'étude de la cavité reprend, ou du moins continue, et plus particulièrement à partir de 2013, quand en fait un programme de recherche rassemblant différentes disciplines est lancé pour renouveler les connaissances sur l'occupation préhistorique du mas d'asile. D'accord. L'archéologie, la géologie donc, mais aussi la géomorphologie, la sédimentologie, la taphonomie, la paléogéographie et les paléo-environnements sont autant de disciplines qui sont mobilisées, autant d'approches et de méthodes pour étudier et analyser un site d'occupation humaine ancienne. D'accord. Donc c'est particulièrement en rive gauche de la Rise, sous le porche sud de la grotte, sur un niveau de terrasse alluviale, comme l'a décrit précédemment Jules, que première concentration de vestiges archéologiques de la grotte a été découverte. Ces vestiges sont associés d'une période allant du dernier maximum glaciaire, donc environ il y a 15 000 ans, jusqu'à l'âge du bronze. D'accord. Mais en rive droite de la rivière, comme l'a exposé Jules aussi, à l'intérieur de la cavité, un réseau de galeries s'est construit dans le massif calcaire qui forme la voûte du mas d'asile. Or, il était considéré jusque-là que cet espace de la grotte était vidé de tout vestige archéologique. Vidé en raison de l'activité anthropique en fait sur le site, donc de déblais divers, de la construction et de la reconstruction de la route, de l'exploitation touristique moderne du site, etc. Donc c'est particulièrement sur cet espace de la grotte que l'attention va être dorénavant portée. Une notion qu'il faut bien cerner dans ce type de programme scientifique, c'est l'interdisciplinarité. Donc l'intérêt de l'interdisciplinarité est multiple. L'approche intégrée et intégrative
offre de nouveaux regards sur les sites archéologiques, dont fait partie le Mas d'Asile, grâce à un réel dialogue entre tout le champ disciplinaire qui est mobilisé dans le dit programme scientifique. Ça peut aller de l'iconographie jusqu'à la caractérisation physico-chimique, en passant par la géomorphologie, comme je l'ai dit, l'archéologie, la taphonomie, etc. L'objectif principal de cette approche interdisciplinaire est de préciser le cadre chronoculturel, l'état et les modalités de conservation des sites en question. Je tiens à vous faire part de l'implication de la géomorphologie dans un tel cadre de recherche, non pas tant en tant qu'expert, mais en tant que jeune ou très jeune initié. L'approche géomorphologique, donc, doit constituer un support de connaissances à la compréhension globale, la plus intégrée possible du site, dans sa dimension physique et par extension culturelle. Elle vise par exemple à interroger l'insertion du site dans son environnement physique proche et de ses évolutions dans le temps, établir ce qu'on appellerait un cadre chronomorphologique. Elle vise aussi, par exemple, à interroger les conditions d'enregistrement et de conservation du site. Elle participe ainsi à l'analyse des périodes et des conditions de fréquentation et d'ornementation du site. L'approche géomorphologique s'appuie sur les concepts de mémoire morphologique et de morphographie. Simplement, c'est le fait que le paysage et le relief qui le composent sont constitués d'emboîtements de formes, plus ou moins récentes et plus ou moins étendues, qui s'articulent entre elles, puisqu'elles se superposent et elles s'emboîtent, comme je l'ai dit. Ainsi, le géomorphologue s'intéresse à la nature, aux processus morphodynamiques, aux emboîtements et à l'articulation de ces formes, morphologie. D'accord. Son travail est dédié à la compréhension de la géométrie du site, et puis, lorsque le géomorphologue est associé à un projet scientifique tel que celui du Mas d'Asile, qui est né en 2013, le géomorphologue s'intéresse à l'architecture du site et de ses évolutions avant, pendant et après sa fréquentation par l'homme. Il questionnera finalement l'aménagement des sites par les sociétés passées. L'enjeu méthodologique est d'asseoir le raisonnement sur les processus à l'origine des formes du relief et les temporalités de mise en place et d'évolution du paysage à l'échelle de chaque site, afin de placer les peintures rupestres, les vestiges archéologiques, tout ce que l'on va trouver sur les anciennes fréquentations, dans une chronologie robuste. Ce programme de recherche est l'occasion pour des femmes et des hommes de s'associer autour d'un projet scientifique. Cette association de chercheurs issus d'horizons divers autour d'un site d'études forme alors une multitude de facettes qui s'articulent et échangent autour d'un élément central, établi dans le temps et l'espace, matérialisé par la grotte, les dédales souterrains, l'eau, les vies humaines, le feu, les peintures et les pigments d'un rouge qui devient soudain si ardent.
faut tenter de recoller ou de reconstituer tous ces indices qui apparaissent sur l'origine et l'évolution du site. Indices si variés et si différents, mais qui, mis bout à bout et dans un ordre chronologique, peuvent être assemblés et emboîtés parfaitement. Ainsi, il raconte l'histoire du site, l'histoire des fréquentations humaines du site à travers le temps et l'espace. L'autre intérêt d'un projet interdisciplinaire, comme celui qui a été mobilisé sur le Mas d'Asile depuis 2013, est de définir un sujet d'étude et une question principale qui fédère tous les chercheurs, qui permet d'étendre et d'approfondir pour créer la connaissance et réveiller la mémoire. Ici, ce nouveau programme scientifique vise à établir un état des lieux archéologiques et cartographiques du site afin de proposer de nouveaux jalons et de nouvelles trames à l'histoire du site. Le jeu derrière la géomorphologie est un jeu d'enquête, d'investigation, de reconstitution pour raconter l'histoire de la grotte, donc dans ses dimensions géométriques, mais aussi paysagères, humaines et culturelles. Il faut comprendre que la géomorphologie s'intéresse donc à contextualiser le site à des échelles plus ou moins larges, à appréhender et comprendre des objets à des échelles plus fines. Donc ça va être par exemple une salle de la grotte, ça va être un bloc, plusieurs blocs, une coupe stratigraphique sédimentologique, un objet très fin, par exemple une pointe de flèche par rapport à son placement dans une salle, etc. Le géomorphologue, donc, rend compte de l'évolution d'un espace à travers le temps. C'est toute la notion qu'il faut bien cerner derrière, qui est une notion dynamique, en fait, dynamique d'analyse de l'espace, etc. Donc d'abord, à l'échelle de la vallée de l'Arise, les chercheurs ont pu reconstituer l'évolution du tracé de la rivière qui a façonné la grotte telle que vous pouvez la visiter aujourd'hui, en lien avec le contexte géologique du massif du Plantaurel, donc dans les Pyrénées ariégeoises. Plusieurs éléments de cette histoire sont posés. La résistance des différents types de roches aux alentours du Mas d'Asile a conditionné le tracé qu'a emprunté la rivière au cours du temps, avant de s'écouler au niveau de la grotte du Mas d'Asile. Donc avant de s'écouler à ce niveau-là, elle coulait à environ 40 mètres plus haut, par l'ancienne cluse qui est aujourd'hui matérialisée dans le paysage par le col du Baudet. À ce niveau de la vallée, nous nous situons dans un milieu calcaire où de nombreuses pertes ont été creusées à travers le temps. Or, lorsque la rivière a commencé à s'encaisser dans ce terrain géologique, elle a été progressivement absorbée par ces nombreuses pertes pour ressurgir à plusieurs centaines de mètres de là au nord. Ce phénomène dit d'autocapture de l'Arise est à l'origine de la grande galerie du Mas d'Asile, où la route passe aujourd'hui. Là est toute la dimension karstique de cet espace souterrain, à l'origine de cette grotte et des évolutions qu'elle a subies à travers le temps. À l'échelle maintenant de la grotte en elle-même, les chercheurs ont enquêté sur des objets cette fois-ci plus fins, pour comprendre les évolutions de l'espace souterrain lui-même. Alors d'abord, ils trouvent des quantités de sédiments plus ou moins grossiers, composés de galets, organisés en différentes couches bien marquées, dans certains espaces de la grotte, notamment près de la rivière, etc. Ces quantités de sédiments sont la trace d'un apport de matériel par l'eau à l'intérieur de la cavité. C'est les galets qui indiquent ça, principalement à vue d'œil, premièrement, puisqu'après, bien sûr, des analyses sédimentologiques plus poussées ont été menées. Dans d'autres salles, des dépôts de blocs et de roches plus fins, mais bien moins arrondis et émoussés que des galets, se trouvent répartis de manière non habituelle. Cela traduit un apport de sédiments dans la grotte par des mécanismes différents. Les chercheurs ont pu reconstituer, donc, enquêter, ont pu questionner ces dépôts pour dire que, depuis la surface, du matériel a été introduit dans la grotte sous l'effet d'agents naturels climatiques en période froide. Ailleurs, de nouveau, des niveaux de galets se superposent aux dépôts précédents. Ainsi, les méthodes d'analyse sédimentologique rendent compte de l'origine précise de ces sédiments. Les résultats sont ensuite mis en perspective par le biais de la cartographie géomorphologique. En interrogeant l'emboîtement des morphologies dans la grotte et leur articulation dans les différentes salles, dans les différents conduits souterrains, les chercheurs peuvent reconstituer différentes variations du niveau d'écoulement de l'Arise à différentes périodes. Donc, une fois que l'Arise creuse le massif calcaire, entame le massif calcaire, forme la principale galerie, ils ont réussi à reconstituer un niveau de comblement total de la grotte. À ce moment-là, le niveau d'écoulement de l'Arise se rehausse. À une deuxième période, l'Arise réincise tous ces matériels-là. Des dépôts depuis la surface se déposent dans certaines galeries et certaines salles de la grotte.
Puis il y a des nouveaux dépôts fluviatiles qui sont permis par l'écoulement de la Rize. Ce deuxième niveau de dépôt, les chercheurs ont pu dater, ont pu mettre en évidence que ce sont des dépôts issus de la dernière période glaciaire, donc dernière période glaciaire qui s'est déroulée juste avant que tous les vestiges archéologiques qui sont jusqu'à ce moment-là trouvés dans la grotte soient été déposés là par les humains, etc. Donc ça leur fait comprendre que s'ils trouvent des autres vestiges archéologiques dans les niveaux de dépôt antérieurs, ces vestiges archéologiques sont probablement plus vieux. Et là est toute la découverte de ce nouveau programme scientifique depuis 2013. Il y aurait eu des niveaux de fréquentation et des phases de fréquentation de la grotte bien plus vieilles que celles qu'on a trouvées jusqu'à ce moment-là, quoi. Et donc là, à ce moment-là, je peux peut-être faire appel à Jules, qui est un peu plus calé que moi pour l'archéologie du Mas d'Asile. Il me semble que les nouvelles trouvailles en termes archéologiques de ce programme-là sont datées de l'Aurignacien, si je ne me trompe pas, c'est ça, Jules ? Alors, effectivement, alors je n'ai pas vraiment remis à jour, disons, mes connaissances sur les découvertes récentes, mais donc il y a quelques niveaux aurignaciens. Donc l'Aurignacien, c'est bien cette période chronoculturelle, ou rappelez cette période de temps qui est basée sur des caractères culturels, qui donc évoque ces premiers Homo sapiens qui arrivent en Europe, en tout cas cette culture qui arrive en Europe il y a 40 000 ans, qui va donner la grotte Chauvet en Ardèche. Donc l'Aurignacien est dès le début du XXe plus ou moins identifié d'une manière assez succincte dans la grotte. Et en fait, quand on revient en 2000, donc à partir de 2013, hein, c'est ça, oui, 2010-2013, ouais. Bon, après, de toute façon, il y a plusieurs campagnes qui vont se faire. Ils vont réinvestir la galerie la salle du théâtre, qui avant s'appelait la fameuse galerie, la grotte aval, non, grotte amont, caverne amont, et puis avant c'était encore les machin au Rennes. C'est pas grave, Fichtre, c'est pas grave. J'ai oublié les noms. L'écurie des Rennes. Oh putain, je m'en rappelle plus. C'est n'importe quoi. Bon bref, cette fameuse deuxième grotte dans la grotte. Donc ils vont la réinvestir et en fait, dès qu'ils vont commencer à décaisser un peu, sans aucun espoir de trouver autre chose, hein, je vous l'ai dit, ça a tellement été perturbé par les excavations. Oui, c'est ça. La nouvelle, quand se lance la nouvelle campagne entre 2010 et 2013, cet espace-là de la grotte est considéré comme vidé de comme quoi que ce soit qu'on puisse trouver, quoi. Oui, totalement, ouais. Et au final, ils vont découvrir des niveaux aurignaciens, de cette culture il y a 40 000 ans, assez développés au final. Et donc, il y a une doctorante qui a fait sa thèse là-dessus, il y a qui doit l'avoir soutenue là d'ailleurs, qui doit avoir terminé à peu près maintenant. Oui, ça doit être Céline Pallier. C'est ça, c'est Céline Pallier, ouais, mais après je sais pas du coup si elle a terminé ou pas. Et oui, donc voilà, on va découvrir ces niveaux d'occupation à cet endroit-là. Oui, c'est ça, et ça du coup c'est très intéressant parce que du coup on va percevoir cette grotte à travers les fréquentations humaines, et on va commencer à se dire que cette grotte a été occupée avant la dernière période froide et le dernier maximum glaciaire dont je parlais tout à l'heure. Donc ça nous projette à 30 000 ans avant le présent. Donc c'est quand même considérable. Et du coup, tout l'intérêt de cette étude géomorphologique intégrée à ce projet interdisciplinaire met bien en avant le fait que toutes ces disciplines qui sont corrélées permettent de reconstituer l'histoire de la grotte en elle-même et de positionner les fréquentations humaines dans cette évolution physique de la grotte elle-même. Et sans avoir interprété cette évolution physique de la grotte, il n'aurait pas été impossible de trouver ces vestiges archéologiques, mais par ce biais-là, on a pu vraiment poser les choses de manière chronologique et pouvoir attester de ces occupations anciennes, voire très anciennes, quoi. Puis comme tu le dis, c'est en comprenant les moments où du coup la grotte n'est pas accessible que du coup tu comprends pourquoi tu ne trouves pas de traces de gens qui sont dans la grotte à ces moments-là en fait. Oui, j'ai oublié de préciser, oui, désolé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. En fait, le dernier maximum glaciaire, en plus de ça, il y a un comblement total de la grotte avec du sédiment, etc. Donc oui, bien sûr, totalement accessible à ce moment-là.
Si je peux juste intégrer une parenthèse dedans, je me rends compte que on parle de maximum glaciaire, on parle de ce genre de période, mais c'est pas quelque chose qu'on a forcément contextualisé. Je me dis que ça peut être pas mal aussi de juste expliquer très rapidement en 2 minutes montre en main ce que c'est que ces paysages, en fait, à quoi ça correspond. Oui, c'est vrai qu'on est plongé, nous, à longueur de journée là-dedans. Et... Désolé pour... Non, mais du tout, ouais. Simplement, par exemple, il y a 40 000 ans, donc quand les premiers Homo sapiens sont arrivés en Europe, bon, déjà il y a Néandertal, tout le monde le connaît plus ou moins, je vais pas l'écrire plus avant, donc un de nos cousins. Globalement, le paysage à l'époque, c'est quelque chose de très froid, donc on est à l'ère glaciaire, mais l'ère glaciaire, c'est pas uniforme. C'est pas constamment vous avez de la glace et de la neige partout, d'ailleurs c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt des phases de réchauffement, des phases de refroidissement, on parle de millénaires, donc ça va assez vite au final. Des petites oscillations dans le genre. Donc il y a 40 000 ans pendant l'Aurignacien. Il faut imaginer une France qui est, dans le nord en tout cas, totalement invivable. Voilà, c'est des vents froids qui arrivent des calottes qui sont assez proches, qui arrivent au niveau de l'Écosse, des calottes polaires, on a des vents froids qui circulent de nord-sud, qui d'ailleurs empruntent la vallée du Rhône. Donc la vallée du Rhône non plus n'est pas forcément le meilleur endroit où vivre. Sachant qu'en plus il y a quand vous êtes dans la vallée du Rhône à l'époque, c'est un Rhône qui circule de manière intermittente quand il y a des fontes en été, donc avec des blocs partout, pas mal de poussières qui circulent, des poussières faites par les glaciers qui en fait frottent les montagnes, donc ça fait pas mal de poussières qui circulent avec le vent, il n'y a pas de plantes, et vous vous retrouvez dans un couloir, pour le coup c'est vraiment le couloir rhodanien, parce que vous avez les glaces des Alpes d'un côté, qui avancent beaucoup plus qu'aujourd'hui, vous avez des glaciers qui dégueulent dans la plaine, et puis dans le Massif central vous avez des glaciers aussi. Et globalement, la France devient vivable à peu près à la latitude de l'Ardèche, c'est-à-dire que l'Ardèche est à peu près les derniers contreforts de cette période, enfin de vivabilité, si vous voulez, raison pour laquelle on trouve des traces aurignaciennes en Ardèche, donc de cette période il y a 40 000 ans, raison pour laquelle il y a la grotte Chauvet, et puis plus tard, en fait, le climat va se refroidir, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup moins de traces du Gravecien en Ardèche et beaucoup moins de traces du Solutréen. En fait, on a quasi très peu de traces du Solutréen en Ardèche, parce qu'au fur et à mesure en fait du temps, le climat se refroidit beaucoup, et même l'Ardèche devient vraiment, voilà, on est à l'extrême frontière, si vous voulez, si on veut parler un peu en termes Far oui, West. c'est ça, les glaciers avancent, en direction des basses altitudes, quoi. Voilà. Et donc le Solutréen qui a pris son nom de la roche du Solutré, qui est un site qui est assez célèbre au-dessus de Lyon. Quand les Solutréens vont à la roche du Solutré, ils y vont pas pour y vivre. C'est des expéditions. En fait, ils vont chercher des gisements de minéraux, en fait, un peu plus au nord. Et donc en fait, c'est vraiment des expéditions. Hein. Ils partent avec en essayant de chasser du cheval comme ils peuvent, mais ils s'y arrêtent pas. C'est un environnement qui est très froid, avec des poussières qui balayent constamment. Donc la roche de Solutré, c'est un désert glacé à l'époque. Enfin glacé, il fait froid, mais il n'y a pas de glace. Il n'y a pas de plantes, il n'y a rien du tout. Si vous voulez trouver des plantes donc à ce maximum glaciaire, donc c'est environ 20 000 ans, en fait, faut descendre au niveau de la Dordogne, tout le bassin aquitain, tout voilà. En fait, c'est là que vous allez trouver de la steppe à mammouth, des plantes qu'on trouve plus trop aujourd'hui, quelques arbustes, quelques machins. Et c'est là aussi que vous allez retrouver de la faune vraiment. Donc vous allez retrouver du mammouth. Il est là où il y a de l'herbe. Ouais. Il doit bouffer 200 kilos de fourrage chaque jour, donc il a intérêt à y être. C'est là que vous avez les animaux migrateurs, les bisons. C'est là que vous avez du coup les prédateurs, les lions, etc. En fait, la majorité de la vie à l'époque en France, c'est dans cette petite tranche qui va donc du sud-ouest de la France jusqu'au nord de l'Espagne, donc les Cantabries. C'est vraiment sur toute cette tranche-là. Et donc le mas d'asile et le mas d'asile, pardon, dans les Pyrénées, est en plein cœur en fait de cette zone de vivabilité de ces époques. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens en fait qui ont circulé dans ces zones-là pendant pas mal de temps. Voilà. Et puis après le maximum glaciaire, forcément, vous comprenez bien, ça va se réchauffer, on arrive en fait jusqu'à aujourd'hui, une période qu'on appelle l'Holocène, et puis là en fait les arbres vont revenir, on va avoir une immense forêt qui va se mettre en place en France qui s'appelle la forêt hercynienne, et puis voilà, donc là on amorce quelque chose d'autre, et pendant l'Asilien, dont on parlait tout à l'heure, là quand on a décrit tout à l'heure, je parlais de forêts de pins, etc. Effectivement, les forêts en fait ont largement commencé à repartir à cette époque-là, donc il y a environ 12 000 ans à peu près,
Voilà, donc pour situer à peu près le Mas d'Azil dans cette géographie de la France qui a beaucoup évolué au fur et à mesure en fait des époques, faut s'imaginer que pour comprendre les vestiges archéologiques qu'on a aujourd'hui, et comprendre où est-ce qu'ils sont, en fait tout simplement, faut comprendre aussi ce qui était possible à l'époque. On va pas énormément retrouver de signes d'occupation de l'extrême nord de la France. On va pas retrouver par exemple de campements stables du Solitréen à Lille. C'est compliqué. Voilà, c'était pour la petite contextualisation paléogéographique. Voilà, il faudra que vous vous renseigniez sur toutes les périodes préhistoriques. allez voir de la biblio, allez voir de la ref. C'est complet du coup au moins. Oui, et puis en plus il y a plein de, enfin, là ça me donne vraiment envie de discuter de beaucoup de choses avec Jules parce que à mon avis, enfin, c'est toute comme il disait, c'est une vraie géographie et il y a beaucoup de choses à en dire, il y a beaucoup de choses à discuter. Je pense qu'il y a encore beaucoup de ces limites, d'où allaient les glaciers jusqu'à où allaient les glaciers qui sont encore discutés aujourd'hui. Il y a encore des travaux entre 2010 et aujourd'hui qui ont été faits sur ces grandes périodes glaciaires, d'englacement et de désenglacement, etc. Donc c'est super intéressant. Si ça te plaît et si ça vous plaît aux auditeurs, il y a plein de documentation là-dessus. Si on met quelques mots-clés, on trouvera quoi. Moyen de se renseigner quoi. Exactement. D'accord. Vous m'avez perdu du coup. T'as fini Julien ou c'est à Johan, je sais pas. Oui, c'est Johan peut prendre la parole. Johan peut prendre la parole, d'accord. Ça lui va. Ah oui, ça me va, mais parfaitement. Ah oui. Eh ben, vas-y Johan, je te laisse prendre la parole et nous raconter un petit peu la fin de cette histoire. Oui, alors la fin de l'histoire, il y aura une fin le jour où il n'y aura plus d'êtres humains pour la raconter, donc je sais pas si c'est vraiment la fin de l'histoire. C'est à la fois beau et tragique en même temps. C'est ça, mais c'est ce qu'on appelle la tragicomédie, on sait pas quoi en penser, mais à la fin on est touché, c'est l'essentiel. Je vais essayer un petit peu de décloisonner ça dans tous les sens du terme, en essayant d'amener vraiment peut-être une science qu'on n'aurait pas vue comme partie prenante d'un site archéologique, encore plus d'un site en grotte, c'est-à-dire la géographie. Et on va voir que c'est à la fois différent de l'archéologie, différent de la géomorphologie, sur plein de points, mais c'est des sciences qui ont beaucoup à s'apporter mutuellement. Et donc je vais essayer un petit peu de revenir sur la valorisation de cette grotte, pourquoi est-ce qu'on a valorisé cette grotte, quel est l'intérêt, par quelles étapes en fait on va passer. Et donc par ce petit processus, j'espère que je vais arriver à donner que ce soit à toi Marc ou alors aux auditeurs une idée de ce que peut être la géographie du patrimoine. C'est quelque chose à mon avis qu'on connaît assez peu. On sait vaguement ce qu'est la géographie, on sait qu'il y a des cartes, mais après dans le détail, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cadre patrimonial, c'est une vraie question que je me suis moi-même souvent posée, et je pense qu'apporter une petite réponse avec le Mas d'Azil comme exemple, c'est pas du luxe, je pense qu'on peut faire ça. Ouais, ça marche, allons-y, alors redorons le blason de la géographie à travers le Mas d'Azil, moi, ça me va. J'avais peut-être pas la prétention de redorer un blason que je pense déjà doré, mais allez, faisons ça. C'est vrai que là on a parlé beaucoup de matériel archéologique, de géomorphologie, alors, on aurait même pu parler, j'imagine, Jules tu me contrediras certainement pas, mais de spéléologie, et maintenant on va parler de géographie. Le cas du Mas d'Azil, ou du Mas d'Azil, parce qu'on peut dire les deux, c'est vrai, mais on va dire Mas d'Azil parce qu'on est dans le sud de la France, c'est un cas très très intéressant, en tout cas moi dans ce qui m'intéresse dans la géographie. On va voir pourquoi. Alors d'abord, il faut bien comprendre que la géographie c'est une science des échelles, alors pas uniquement, mais on manie l'échelle un petit peu comme pourrait le faire un funambule, si j'ose un petit peu ce genre de mots, et il y a le site en lui-même, il y a la région autour de ce site, il y a ensuite des échelles différentes qui varient un petit peu, et au-delà de la géographie vraiment descriptive qui nous pousserait à dire où se situe le site, quel est le nom de la ville à côté, combien il y a d'habitants sur tout ce bassin de vie, des choses assez banales, en fait on peut mener une analyse humaine et patrimoniale, et c'est ça qu'on appelle la géographie du patrimoine. C'est une géographie qui cible spécifiquement toutes les logiques et les problématiques qui se croisent sur un patrimoine précis. Alors là c'est un site, en l'occurrence c'est le Mas d'Azil, mais ça pourrait être un ensemble de plus petits sites, ou ça pourrait complètement être quelque chose de purement idéal, c'est-à-dire de purement immatériel, et c'est souvent ce qu'on fait par exemple avec des pratiques ancestrales, des langues aussi, les patois locaux. Voilà, c'est vraiment un regroupement de choses. Là, on va parler plus d'un patrimoine archéologique, mais vous voyez que ça peut prendre des formes très très diverses. Donc on peut ensuite se concentrer soit sur des dynamiques, donc on peut se dire, on va essayer d'étudier cette grotte d'un point de vue touristique, d'un point de vue culturel, ou d'un point de vue économique, ou alors
on choisit d'accepter toutes ces petites dynamiques qui gravitent autour du site, et on se dit allez, on essaie de dresser une sorte de monographie géographique en quelque sorte du site en question. C'est pas du tout ce que je vais essayer de faire parce qu'il nous faudrait des années, il y a sûrement des gens qui s'y casseront les dents, c'est pas du tout ça. Là on va essayer de voir en quoi c'est une question d'échelle et en quoi en fait notre référentiel de société humaine aujourd'hui conditionne beaucoup la vision qu'on a de ce site là, et on va commencer par un petit point, je suis désolé, hein, un petit peu plus embêtant. On va parler un peu vocabulaire parce qu'il faut qu'on parle vocabulaire avant de voir un petit peu tout ça dans le détail. Et je vais vous parler de la notion de ressources qui va être très importante pour bien me comprendre et pour être sûr qu'on va tous parler de la même chose. En géographie, on parle de ressources, mais pas de la manière dont on peut parler par exemple un professionnel, je sais pas, des hydrocarbures lorsqu'il parle de ressources. C'est-à-dire que ça peut désigner un objet ou un matériel physique, mais en géographie, on accepte aussi le fait que ça peut désigner quelque chose qui est une idée, un concept culturel. On en parlait tout à l'heure, par exemple, des patois ou du patrimoine alimentaire. Ça peut prendre vraiment des apparences très très différentes. Alors qu'est-ce qu'on appelle ressources ? À la base, le terme de ressources, et je pense que c'est celui qu'on a tous en tête, c'est par exemple la ressource en bois, la ressource en nourriture. Là voilà, on parle de sociétés préhistoriques. Peut-être que leur vision était celle-ci, et qu'aujourd'hui, la plupart des gens se retrouve un petit peu à formuler ça. Oui, la ressource, c'est un matériel, une quantité peut-être même d'un matériau qui est utile pour de la transformation ou de la consommation. Peu importe. C'est un peu l'idée qu'on peut s'en faire à la base. Mais cette ressource, en géographie, on tend un petit peu à en décloisonner la définition. Et un patrimoine peut être une ressource. Et c'est en ça qu'on va essayer que je vais essayer de vous montrer pourquoi est-ce que c'est aussi une ressource et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la géographie utilise ce terme avant tout. Alors on distingue trois types de ressources pour qu'on se comprenne bien. On va souvent parler d'abord de ressources génériques, enfin dites génériques. Ensuite on peut parler de ressources dites spécifiques et ensuite de ressources dites territoriales. Quelle est la différence entre les trois ? Pourquoi est-ce qu'on emploie ces termes-là ? Le terme de ressources génériques, c'est un petit peu les ressources entre gros guillemets qu'on définirait comme basiques. Et c'est un peu ce que j'ai dit jusqu'ici. C'est des ressources minérales, végétales, c'est des hydrocarbures, du bois, quelque chose qui est présent de manière naturelle, on pourrait dire, sur une grande partie des territoires qui ne sont pas du tout endémiques à une vallée ou une région. Voilà, le bois typiquement c'est un très très bon exemple. La ressource en bois, elle est commune à une très grande majorité des territoires, elle est donc parfaitement générique. Ensuite, la ressource spécifique qu'on distingue, c'est une ressource qui n'a été identifiée que sur un territoire précis. Donc ça confère à ce territoire une spécificité par rapport aux autres. Si on était plus sur des considérations économiques, on parlerait d'un avantage comparatif à un autre territoire par exemple. Et c'est ce qui fait qu'une ressource commence à être un atout à valoriser. Peut-être que vous commencez à voir où je veux en venir. Et vous allez mieux comprendre avec la troisième catégorie de ressources, qui sont les ressources territoriales, qui sont des ressources valorisées déjà, qui sont spécifiques, mais qui sont également intégrées à un système économique local. Et là, il y a plein d'exemples. Par exemple, on pourrait parler, alors ça me concerne éventuellement dans des recherches que je mène à côté, mais on pourrait parler du ski dans les Alpes. C'est-à-dire que le ski s'appuie sur une ressource générique qui est la neige, qui est présente sur quasiment l'ensemble du globe, mais ça a été rendu spécifique parce que par rapport aux autres massifs français, les Alpes présentent un meilleur enneigement, un meilleur relief, et ça a été rendu parfaitement territorial parce que ici, on a réussi à valoriser cette ressource et à l'utiliser pour du tourisme et pour tout ce qui est l'économie de la neige et des sports d'hiver. Donc vous voyez un petit peu cette classification de ressources qu'il y a et la manière dont la géographie utilise ce vocabulaire. Alors comment est-ce que ça va s'adapter aux masses d'asile ? C'est pour ça que je vais revenir sur toutes les étapes de patrimonialisation pour qu'on comprenne bien, mais aujourd'hui, le mas d'asile, il est définitivement accepté comme une ressource territoriale pour plein de raisons. D'abord, c'est un patrimoine qui est complètement spécifique à cette commune, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une grotte du mas d'asile, et si on prend sa voiture et qu'on va à 20 km dans n'importe quel autre petit village de l'Ariège, on ne va pas retrouver cette grotte. Donc il est parfaitement spécifique à cette population, à ces gens. C'est un patrimoine qui est quasiment leur en soi. Et ensuite, c'est un patrimoine qui est valorisé, qui a été valorisé, qui donc vient conférer un atout économique pour le tourisme en Ariège et dans les Pyrénées. Donc il n'y a pas forcément de débat là-dessus. C'est une ressource qui est aujourd'hui territoriale, valorisée et complètement exploitée. Mais comment est-ce qu'on passe d'une grotte qui est quasiment oubliée aux yeux de tous à aujourd'hui un patrimoine valorisé, accepté et qui en fait s'est transformé en ressource économique et qui permet à un territoire
pratiquement de vivre autour de cette valorisation. Et bien pour ça, c'est là où on va essayer un petit peu de décortiquer cette historique, et c'est en ça qu'on va essayer de voir quelle est la suite de l'histoire que nous ont livré Jules et Julien. Tout d'abord, la valeur patrimoniale du site, il faut vraiment comprendre qu'elle va pas de soi. C'est-à-dire que les sites archéologiques préhistoriques, ils ont acquis une valeur patrimoniale pour nous aujourd'hui, qui sont les sociétés qui valorisons ces sites-là. On accepte cette valeur patrimoniale, mais c'est arrivé qu'avec le début du XXe siècle, et encore pour les plus grands sites et pour un public très très précis. Et pour qu'une ressource doive se transformer en patrimoine, il faut d'abord qu'elle soit sélectionnée, qu'elle soit ensuite désignée comme telle et appropriée. Et le terme d'appropriation, il est très important parce que il peut y avoir beaucoup de choses qui sont des biens communs à une société, mais qui ne vont pas être appropriés comme patrimoine et qu'on ne va pas concevoir comme une sorte de legs des sociétés par le passé. Et l'archéologie préhistorique, pour des raisons culturelles, des raisons parfois religieuses ou sociétales, elle n'a été considérée comme telle que très tardivement, et ça a été diffusé chez le grand public que très très tardivement, et aujourd'hui encore il y a une multitude de sites en France qui ne sont pas appropriés dans le sens où les populations locales ignorent peut-être même qu'il y a des sites archéologiques à proximité de chez elles et ne voient pas le lien qu'il y a avec leur histoire locale. Et donc c'est en ça que le terme d'appropriation est très important. Et la valeur patrimoniale d'un site comme ça, c'est pour ça qu'elle va pas de soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des processus qui se mettent en place, qui ne sont pas dus au hasard et qui ne sont pas arbitraires. Ils ne vont pas arbitrairement apparaître à un moment donné. Et les sites archéologiques, par définition, aujourd'hui, on ne peut pas forcément les relier à notre réalité ou à une construction sociale ou à un territoire qui est actuel. C'est-à-dire que on parle depuis tout à l'heure de la France pour situer les limites climatiques, mais très clairement, la notion d'Ardèche à l'époque, elle n'existe pas, la notion de latitude non plus, c'est des constructions actuelles ou qui sont au moins historiques qui ont été calées par-dessus. Donc c'est difficile en fait de donner une valeur patrimoniale à quelque chose qui n'a aucun équivalent, on va dire, dans notre territoire aujourd'hui. Ensuite, faut bien comprendre, et je pense qu'on l'a parfaitement compris, que par manque de connaissances, par ignorance de ce patrimoine-là, la grotte du Mas d'Asile, au cours de l'histoire, elle sera jamais perçue comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un nid de réponses pour énormément de questions sur l'origine des populations en France. Non, elle va être complètement oubliée. On ne va pas forcément la voir comme étant un site archéologique parce qu'on ignore même ce que peut être un site archéologique. Et pour bon nombre d'autres sites ailleurs dans le monde ou en France, la chose elle est complètement comparable. Par exemple, les auteurs grecs antiques, puis latins, vont souvent parler des bifaces ou des silex taillés qu'ils vont pouvoir retrouver comme étant des pierres de foudre. Et le terme de pierre de foudre n'est pas anodin, ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'est ce patrimoine-là. Ils ne savent même pas forcément que c'est humain puisqu'ils l'attribuent à quelque chose de plus céleste. Donc partant de ce principe-là, comment est-ce qu'on veut s'approprier ce patrimoine et mettre le mot patrimoine dessus ? C'est pas possible. Et la plupart des grottes du pourtour méditerranéen vont en plus derrière être occupées par des bergers, par des cultes chrétiens, des maisons fortes par exemple au cours de l'histoire, qui vont complètement ignorer les occupations précédentes, et donc la dimension patrimoniale, on se doute bien qu'en fait elle n'existe même pas, et le terme de patrimoine en lui-même, jusqu'à très récemment, il n'avait pas du tout la définition qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire que le patrimoine, c'est un legs, parfois financier, parfois des terres, parfois des valeurs qui se lèguent de génération en génération et qui se raccrochent du coup à une définition purement héréditaire et matérielle. Et en réalité, c'est ça l'étymologie même du patrimoine. La distinction, elle s'est faite que très tardivement en acceptant le fait qu'il puisse y avoir un patrimoine commun à tout le monde, à tout être humain, et que chacun pouvait se l'approprier. Et vous voyez que le terme d'appropriation revient, le terme de patrimoine revient, et à cette époque-là, en tout cas, au début du 19e siècle, on est au niveau zéro de l'appropriation, on ignore tout de ce patrimoine-là, on ignore tout de notre passé lointain. Donc la grotte du Mas d'Asile, elle est connue uniquement pour être à la limite, le lieu de quelques cultes protestants un peu clandestins, et ça s'arrête là. En 1857, et là Jules en parlait, les ponts et chaussées vont commencer à entreprendre les travaux de construction de la route, et donc c'est là qu'avec l'excavation de sédiments, on va commencer à avoir les premiers vestiges apparaître. Et ce temps-là, qu'on peut nommer un petit peu le temps de la qualification scientifique, c'est une période très importante parce que c'est le niveau 1 de la patrimonialisation et de l'appropriation. On commence à mettre des mots, des images et des objets sur quelque chose
pourtant qu'on ignore encore. Et les travaux de construction de la route qui vont venir alimenter petit à petit les fouilles, qui vont venir ramener du matériel archéologique, elles vont permettre quelque chose, c'est que les amateurs locaux, voire les préhistoriens reconnus, commencent à travailler sur le sujet et à travailler sur le site et à le faire passer dans une nouvelle dimension, c'est-à-dire la dimension scientifique. Et pour que derrière il puisse y avoir un minimum d'appropriation par les populations locales, il faut d'abord savoir de quoi est-ce qu'on va parler. Et donc la qualité archéologique du site, elle commence un petit peu à s'étayer petit à petit et elle devient de plus en plus reconnue dans le milieu scientifique au fur et à mesure des fouilles. On commence à avoir des termes précis pour parler de ce lieu et on commence un peu à le relier à des époques. Et donc la qualité archéologique du Mas d'Azil, elle n'est plus approuvée, mais voilà, simplement à partir peut-être de la moitié du XXe siècle. Et pourtant, malgré ça, le site continue d'être plongé dans un brouillard médiatique et le grand public n'en entend pratiquement pas parler, et ça va rester jusqu'à au moins la deuxième moitié du XXe siècle, où on peut considérer que c'est à la limite une attraction locale, voire départementale, ça attire un peu le regard des curieux, on en parle ici et là sur les places de marché, mais globalement on ne sait pas trop quoi en faire, c'est-à-dire que on voit pas en quoi est-ce que ça nous concerne nous directement au village, donc l'appropriation elle se fait pas, c'est-à-dire que certes il y a une reconnaissance scientifique mais il n'y a pas encore la reconnaissance sociale et locale qui est nécessaire pour aller à l'étape au-dessus. Alors quand est-ce qu'elle se fait cette étape ? Elle se fait, c'est assez compliqué de voir où est-ce qu'on peut la placer, mais dans la seconde moitié du XXe siècle et jusqu'au début même du XXIe siècle, on va voir pourquoi. Parce que la situation de la grotte au début des années 2000, elle est très incertaine, c'est-à-dire qu'on a accepté le fait que c'était un vivier archéologique assez intéressant. Donc la deuxième moitié du XXe siècle voit un petit peu les premières visites se faire, les premiers petits aménagements pour essayer de, on va dire, faire passer à la postérité ce site-là. Mais jusqu'au début du XXIe siècle, en général, en France ou dans le monde, tout ce qui est archéologique, c'est pas quelque chose qui est amené aux yeux du grand public très très facilement. Ce qui est aujourd'hui connu et reconnu avec la grotte Chauvet, qui a bénéficié d'un label mondial de l'UNESCO, qui est vraiment signalé touristiquement et médiatiquement, c'est extrêmement récent et il faut bien voir que c'est quasiment sans précédent depuis Lascaux par exemple. Et pour le Mas d'Azil, au début des années 2000, on est dans une situation pire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si le site va pouvoir continuer à fonctionner, parce que pour des raisons de sécurité et de conservation, la grotte va probablement être fermée et l'intercommunalité ne voit pas comment est-ce qu'elle pourrait maintenir une activité touristique. On est quand même au tout début des années 2000, vous et moi on était déjà nés, il n'y a pas très très longtemps. Et les visites organisées à l'époque rencontraient qu'un faible succès, malgré l'exceptionnalité du site dont a parlé Jules, dont a parlé aussi Julien. Donc on se dit, bon, on est dans une situation un petit peu précaire, on ne sait pas trop où on va. Et en 2005, la commune, le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées commencent à lancer un projet de valorisation très ambitieux, on parle de millions d'euros, pour revaloriser ce site qui est classé au monument historique. Alors, le but c'est d'en faire un pôle de référence touristique, archéologique et patrimonial pour les Pyrénées. Et là, je viens littéralement de vous citer l'appel d'offres, voilà, c'est ce que veut faire le territoire. Et là, la question, elle est donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire ce choix de prendre un patrimoine qui pourtant ne marche pas, objectivement, pourquoi est-ce qu'on veut autant le mettre en avant comme ressource archéologique et patrimoniale, alors qu'on n'est vraiment pas certain derrière d'arriver à en faire quelque chose. C'est assez curieux en fait comme choix de valorisation, mais c'est curieux si on s'en arrête là. Mais là où la géographie peut vraiment aider, et où je vais essayer un petit peu d'éclairer notre lanterne, c'est que c'est une décision bien réfléchie et qui est parfaitement appropriée pour ce type de territoire. Et là on va un peu décloisonner l'échelle, on va parler de l'Ariège un petit peu plus largement. D'abord, il faut se poser la question de la spécificité de l'Ariège. Qu'est-ce que ce département et cette localisation a de plus ou de moins que ses voisins ? Et d'abord, c'est un territoire de moyenne montagne. Alors, en partie, il y a toute une partie de piémont, puis une partie haute montagne en Ariège. Mais la région autour du Mas d'Azil, c'est une région de moyenne montagne. Et ça, déjà, ça veut dire beaucoup. Parce que c'est une ancienne région agro-pastorale qui, depuis le 19e siècle, est un petit peu en déclin avec tout ce qui a été l'exode rural, le déclin du modèle agricole familial en France, qui n'est pas du tout une nouveauté, mais qui a un petit peu plongé dans le marasme certains territoires en France qui n'ont pas forcément su quoi faire derrière. Les populations sont parties, et la région de l'Ariège en fait partie. Alors, évidemment, il y a des endroits où ça s'est bien passé, et par exemple, pour reprendre l'exemple des stations de ski, bon nombre des vallées alpines ont réussi à trouver un peu leur salut dans cette exploitation touristique. Et on voit que
dans les montagnes pyrénéennes, le tourisme hivernal, aujourd'hui, il n'est pas autant développé que dans les Alpes. Il existe, il y a énormément de domaines skiables, mais pour cette région autour du Mas d'Azil, c'est pas le cas. En revanche, le tourisme estival, donc en été, plutôt sport de nature, avec un énorme cadre de vie, il est beaucoup plus important, et c'est là-dessus que s'appuie le territoire pour, on va dire, construire son offre touristique. On met en avant de belles photos des Pyrénées ariégeoises, on met en avant de superbes rivières, des formations géologiques qui sont très très belles, qui passent bien en photo. Donc voilà, on a ce socle-là sur lequel travailler. Le cadre de vie est vendeur, et le mot vendeur, je veux vraiment l'utiliser comme tel, puisque le tourisme, c'est avant tout de la séduction d'un public. Et en ça, on va rajouter quelque chose qui est spécifique à l'Ariège, c'est toute sa richesse patrimoniale. Là, on peut parler des grottes ariégeoises, mais on peut parler d'autres sites archéologiques, des sites historiques, des châteaux qu'il y a en Ariège, de tous les monuments qu'il y a. Et en fait, l'Ariège dispose d'un certain nombre de grottes. Il n'y a pas que le Mas d'Azil. On pourrait parler de la grotte de Nio, qui est aussi très connue pour ses occupations, la grotte de la Vache, la grotte de Lombrive, la grotte de Bédéiac. Il y a vraiment un vaste réseau qui est en plus d'une qualité archéologique rare, sur lequel on peut s'appuyer. Mais alors comment est-ce qu'on peut s'appuyer ? En fait, c'est là où la notion de ressource dont je vous ai parlé est importante, c'est qu'on est déjà en soi sur de la ressource spécifique. Si on va dans le département voisin de la Haute-Garonne par exemple, il n'y a pas de grottes, qui en plus ont eu des occupations préhistoriques. Si on va à côté, éventuellement, dans les Pyrénées-Orientales, il n'y a pas autant de grottes. Donc directement, on voit ce qui est spécifique à ce territoire ariégeois, c'est qu'en termes de patrimoine, ils ont quelque chose qui fait leur unicité, c'est leurs grottes. Deuxièmement, on peut parler des châteaux cathares, on va en parler très très vite, mais quand vous allez sur le site internet de l'Office départemental de tourisme de l'Ariège, il y a tout de suite une liste des choses à faire en Ariège. Ça, c'est un modèle qui se répète sur tous les offices de tourisme, on veut voir un peu ce qui s'y fait. Le premier choix qui ressort, c'est les châteaux cathares. Et le deuxième choix qui ressort, c'est les grottes de l'Ariège. Et c'est pas anodin si ça a été hiérarchisé de cette manière, c'est qu'il y a en effet un très grand nombre de châteaux cathares en Ariège, peut-être plus que dans les départements voisins, et donc ils ont su exploiter cette spécificité et la mettre en avant pour en fait créer une destination qui n'a pas d'équivalent ailleurs dans la région. Et bien les grottes servent aussi à ça, et le Mas d'Azil vient alimenter une offre, un vivier de ressources qui, au début des années 2000, est assez connu localement, même régionalement, mais qui doit être un peu nationalisé dans le sens où il doit être un peu étendu pour la clientèle touristique. Donc l'offre touristique ariégeoise, elle fait le choix de se tourner vers le patrimoine. Alors ce qui n'est pas innocent, et ça arrive souvent pour les secteurs de moyenne montagne, ou même pour les secteurs ruraux qui cherchent un petit peu à se donner un second souffle. Le patrimoine, c'est un peu souvent la thématique qui est facile à mettre en avant, qui est souvent mise en avant, mais il s'agit toujours de trouver ce qui est spécifique par rapport à son voisin. Là, dans le cadre de notre discussion, le Mas d'Azil, c'est pas uniquement une curiosité, c'est aussi une ressource territoriale de premier plan. Si on y met les fonds, on arrive vraiment à créer quelque chose d'unique autour de ça, parce que vraiment en quelques kilomètres, on a la plupart des grottes emblématiques des Pyrénées quand même, donc c'est très localisé. Et cette grotte du Mas d'Azil, elle occupe une place centrale dans cette nouvelle offre touristique, qui en réalité s'est créée depuis le début des années 2000, c'est vraiment très très récent. Et donc l'Ariège arrive comme ça petit à petit à se trouver son exceptionnalité, à se démarquer de ses voisins en axant vraiment son offre touristique autour de la randonnée, des beaux paysages et d'un patrimoine que vous ne verrez qu'à cet endroit-là. Et ça, c'est souvent une rhétorique qu'on entend, alors elle est logique, mais c'est vraiment de pointer la spécificité de son territoire. Si on parle par exemple de la côte atlantique, on pointe évidemment l'océan ou la forêt des Landes, parce que c'est ce qui fait la différence de la côte atlantique par rapport à la côte méditerranéenne. Pour les montagnes par exemple, forcément les territoires alpins vont pointer l'offre en ski, parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez faire que dans les Alpes. Même s'il y a énormément de stations dans les Vosges ou dans les Pyrénées, c'est là-dessus qu'on essaie de jouer. Et l'Ariège a très bien compris ça, mais joue cette carte avec les grottes parce que elles sont connues, elles se démarquent d'autres grottes régionales, et c'est un processus économique, vous voyez, qui se met en place petit à petit pour se donner un avantage. Voilà, c'est vraiment là-dessus où je voulais vous emmener, pour essayer de montrer que la grotte du Mas d'Azil, certes c'est un site archéologique d'exception, mais jusqu'à très très tard, en fait, pour parler crûment, tout le monde s'en foutait. C'est-à-dire qu'on ne savait pas vraiment ce qui se cachait là-bas dedans, on ne savait pas quel était le lien entre ce site archéologique et les sociétés aujourd'hui. Et en fait, ce qui est très intéressant de noter, c'est que la manière dont
dont sont valorisées les grottes en Ariège, c'est jamais de dire « regardez ce qu'ont fait nos ancêtres ». Enfin, c'est rarement de dire ça. C'est plutôt de mettre l'accent sur la rusticité de l'Ariège, le côté un petit peu authentique. Venez voir, on a de très belles grottes que vous ne trouverez pas à côté, qui n'existent que chez nous. Et bien ça, c'est une forme d'appropriation. C'est-à-dire que c'est possible de diffuser son patrimoine que si on l'a identifié. Et bien la première étape, c'était d'abord de savoir où sont les grottes, en quoi est-ce qu'elles sont exceptionnelles. La deuxième étape, c'était essayer de faire en sorte que le territoire ait besoin de ces grottes. Et ben le déclin de l'agriculture sur un modèle plutôt familial fait que l'Ariège se retrouve un petit peu sans secteur économique porteur. Donc il faut trouver un secteur de substitution, et c'est très souvent le tourisme. Et ben, on veut faire du tourisme, ok, qu'est-ce qu'on a comme ressources? On a la montagne, on a ces grottes, on a de magnifiques châteaux. On prend le choix de se baser sur cette ressource territoriale qui est le patrimoine pour construire toute une offre, et finalement l'appropriation, elle se fait petit à petit. Et peut-être qu'aujourd'hui, les populations en Ariège, les élus, les professionnels du tourisme, mais aussi les habitants, n'importe qui finalement qui vit en Ariège, c'est très très bien approprié ce patrimoine, parce que c'est rentrer dans le paysage et c'est rentrer dans le territoire vécu des gens. Et le territoire et le paysage, c'est quelque chose qui se construit toujours selon le référentiel du regard humain. Et à l'époque, la grotte du Mas d'Asile, elle était déjà là. Elle était dans le paysage, elle était en plein milieu du regard humain, mais on ne la voyait pas parce qu'on ne savait pas quoi regarder. Et aujourd'hui, par la géographie, on peut arriver à montrer que le regard de la société a changé parce que la place qu'occupe ce patrimoine est complètement différent, à la fois dans le regard humain, à la fois dans le système économique local, le système touristique en somme, mais aussi dans la manière dont on va parler de l'Ariège. Les personnes qui seront allées en Ariège vont parler d'une expérience qu'ils auront eue, ils vont parler des grottes, et ça va participer à créer une représentation globale, nationale de l'Ariège, qui sera basée sur les châteaux, les grottes, et on va associer l'image de ce territoire à l'image de ces patrimoines-là, alors qu'en fait, pour le redire encore une énième fois, on parle d'une grotte qui était quasiment ignorée ou sous-estimée jusqu'au début des années 2000. Et c'est cette puissance en fait de la représentation et des échelles en géographie qui nous permet de voir qu'à partir du moment où il y a appropriation, il y a une création de richesse. Et c'est peut-être là-dessus où je pourrais éventuellement conclure, c'est que la grotte du Mas d'Asile, c'est à la fois un site archéologique, mais c'est aussi maintenant un site économique, un site social et un site patrimonial pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et c'est des notions, ça, l'économie, la société, le patrimoine, qui sont très très liées aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce qu'il y a énormément de documentation là-dessus et ça pourrait vraiment me faire tenir pendant des heures et des heures à parler de ça, et c'est pas du tout le but. Mais finalement, on voit que c'est un site qui s'intègre parfaitement à la méthodologie géographique parce que il concentre différentes échelles. Jules l'a montré avec l'échelle archéologique, vraiment à la paroi même, où se situe le matériel archéologique. Julien, t'as vraiment décloisonné ça en montrant que ça s'inscrit dans un contexte géomorphologique, et moi je me suis attaché à montrer que c'est aussi une échelle humaine, régionale, voire nationale, qui entre en ligne de compte quand on veut étudier un patrimoine archéologique, même si c'est un seul site précis qui est très localisé. Ensuite, ça s'intègre aussi à la méthodologie géographique, parce que ça concerne une multitude d'acteurs. Ça concerne les archéologues, ça concerne les touristes, ça concerne également ceux qui vivent du tourisme, c'est-à-dire les populations locales, les élus locaux, ça concerne également ceux qui font les labels patrimoniaux. Là, on parle des monuments historiques, mais on pourrait parler des labels UNESCO pour d'autres sites. Ça englobe vraiment des personnes qui sont éclatées aujourd'hui dans le monde entier, parfois même. Donc, on voit bien que le site, aujourd'hui, en termes de géographie, ça n'a que de sens que si on étudie vraiment l'imbriquement de toutes ces échelles. Et finalement, le dernier petit point géographique, c'est la question des usages. C'est-à-dire que cette grotte, elle a été utilisée par le passé comme bergerie, elle a été utilisée par ces sociétés préhistoriques comme abri éventuellement. Aujourd'hui, elle est utilisée pour quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire un principe touristique, économique, n'ayons pas peur des mots, c'est aussi le but. Et finalement, un site archéologique, c'est une vitrine, certes, mais c'est aussi une sorte de témoignage des dynamiques qui sont un petit peu en cours de route. Et ce site archéologique, il a beau avoir été construit par les générations anciennes, grâce à la géographie, on se rend compte qu'il est aussi très très parlant pour nous décrire nous aujourd'hui. La manière dont on veut voir ces sociétés par le passé, la manière dont on veut donner une image de notre territoire, et c'est pas anodin si la grotte du Mas d'Asile a été choisie pour représenter l'offre ariégeoise et pas un autre patrimoine par exemple. C'est toujours cette question qu'il faut se poser.
Et je pense que je pourrais conclure là-dessus, hein, sinon, comme je le disais, on est parti encore pour des heures. Mais voilà, c'est là-dessus que la géographie a aussi son rôle à jouer. C'est pour montrer, en fait, tout simplement pour contextualiser le discours de Jules et le discours de Julien dans les sociétés actuelles. Et on pourrait refaire ce podcast dans 10 ans et probablement que j'aurais pas les mêmes mots qu'aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau dans la géographie. Et c'est ça qui est beau en général dans la science. Et je pense que Jules, Julien, vous me rejoindrez totalement sur cette conclusion. Oui, d'où le fait que, au final, l'histoire de ce site-là, mais de plein d'autres sites, n'est pas encore terminée, quoi. Tout à fait. Comme tu te disais au début. Complètement. Voilà, donc j'espère avoir pu vous montrer un petit peu où se situe la géographie du patrimoine dans tout ce discours scientifique. J'espère que c'était un petit peu plus clair et que je me suis pas trop emballé. Non, t'inquiète pas, c'est très bien. Merci à vous trois, messieurs. Vous avez composé une très belle dissertation audio, une audio-sertation, je sais pas comment appeler ça, mais c'était très instructif. Nous avions en plus un auditeur libre qui nous a écouté pendant toute la séance, je crois. En tout cas, qui est présent parmi nous sur le Discord, c'est Raphaël. On le salue au passage. Bonjour Raphaël. Coucou Raph. Salut. Il vient de répondre oui dans le chat. Merci à toi Marc de nous avoir donné l'opportunité merci de la proposition. Merci à vous d'avoir travaillé sur un sujet qui est pas facile, de l'avoir ordonné, de l'avoir créé, parce que mine de rien, moi j'ai absolument rien fait du tout, hein. Je tiens encore une fois à préciser à nos très chers auditeurs qui nous écoutent, c'est que je suis arrivé en touriste, c'est-à-dire que là aussi moi j'ai écouté, quoi. Je vais écouter plusieurs fois parce que je vais monter du coup même, mais en tout cas pour le moment j'ai écouté. Peut-être qu'au bout d'un moment on va vraiment te saouler quand tu vas nous écouter plusieurs fois. Ça c'est clair. N'hésite pas à nous le dire, t'inquiète pas, c'est normal. C'est normal. À chaque montage, au bout d'un moment j'atteins. Peut-être qu'il y a moyen qu'on le saoule plus que maintenant, tu veux dire. Non, mais en tout cas, merci à vous trois, messieurs. Et puis si l'envie vous prend de vouloir faire la même chose sur un autre site, peut-être que n'hésitez pas. Hein. Reprendre tous les... Qu'est-ce qu'il dit dans le chat? Il y a Raphaël qui dit des trucs. La géographie. La géographie. Avec grand plaisir, Marc. C'est à réitérer sur d'autres sujets, sur plein d'autres trucs. C'est un bon format. Sur plein d'autres sujets, n'hésitez pas sur d'autres formats aussi. Ouais, bienvenue du coup dans ce petit monde qui est de tout et de rien. Merci. Première intervention. D'ailleurs, si je peux finir sur une aparté. Oui. Oui, vas-y. Bien sûr. Je suis pas trop navré. Non, l'épisode. Simplement, si parmi les auditeurs, il y en a que ça intéresse ces questions d'évolution de l'accès au milieu souterrain, d'évolution, enfin de comment, à travers les époques, on a pu percevoir et rentrer dans le milieu souterrain. Il y a une discipline qui est très jeune et qui n'a pas été très développée, mais où il y a quelques articles intéressants dessus et qui sont facilement accessibles aussi. Ça s'appelle la paléospéléologie. Je rebondis en fait sur l'ouverture de Johan. C'est intéressant. Mais ça va jamais se terminer cette histoire. Non, c'est juste 5 minutes. Je vous assure, c'est juste une ouverture. Je ne développe pas. C'est intéressant, c'est bien que tu l'en parles. L'étude en fait, même pas vraiment l'étude, mais plutôt la compréhension de comment est-ce que des gens vont investir le milieu souterrain. En fait, je fais simplement aussi écho à ce qu'on a vu à la base. Vous vous rappelez, pour Pouac, c'est pas vraiment la même chose. Ça signifie pas la même chose aller en grotte avec son matériel que ce que nous ça peut signifier aujourd'hui. Surtout au Madazine, maintenant on y passe par une route, donc on peut y passer en voiture. On la traverse en voiture, littéralement. Il y a toute une démarche par rapport à ça. Le Madazine est intéressant par rapport à ça parce que, comme vous l'a expliqué Julien, il y a des endroits où on arrive. Alors aujourd'hui, donc c'est un musée, on fait des visites touristiques. On rentre, et là on arrive devant toute une épaisseur de sédiments qui a été décaissée pendant les fouilles absolument incroyable, et il y a une porte devant nous, qui est un grillage, on dit derrière il y a une peinture. D'accord, donc du coup le gars qui est venu a dû passer par là, non, pas du tout, parce qu'à l'époque il y avait tout seul en fait qu'on a enlevé par lequel, le couloir par lequel vous êtes passé, et donc en fait faut... Comme le disait Julien, en comprenant comment ça s'était agencé à l'époque, comment ça a évolué, on comprend qu'en fait le gars, il a dû passer par des galeries qui étaient au-dessus, il a dû ramper, puis passer dans un conduit vertical, donc en opposition, c'est-à-dire il pousse des deux côtés pour descendre, puis après il arrive dans cette petite galerie, où il pouvait tenir que tout seul en fait, et là il a dessiné. Et tout de suite en fait, ça veut pas dire la même chose aujourd'hui quand on arrive et qu'on y arrive de plein pied, qu'on tombe sur la peinture, que ce que lui a voulu faire en rentrant et avec des techniques qui sont carrément de la spéléologie. Donc voilà, si les deux s'interrogent là-dessus, et si jamais des personnes sont interrogées par cette évolution, il y a juste à taper paléospéléologie.
Bien sûr. C'est- Après, si Jules, D'accord. les personnes sont suffisamment patientes et qu'elles se sentent d'attendre 3 ans, j'imagine qu'il y a ta thèse aussi à lire derrière. Tu peux faire ta pub, il n'y a pas de problème. Ou une chronique spéciale sur la paléospéléologie aussi, hein, ça peut se faire Oui, j'avoue. dans le futur. Alors là, Qui je sait, pense que tu fais un heureux. Bah, oui, il a le droit de faire ce qu'il a envie de faire, donc voilà, peut-être que c'est un teasing, peut-être pas, je sais pas, je ne suis pas précoq, donc je ne peux pas voir dans le Certes. futur. Bah, merci encore du coup à vous trois, messieurs, et il va falloir qu'on mette fin à cet Évidemment. enregistrement, malheureusement. En tout cas, ça m'a fait plaisir encore une fois de vous recevoir dans l'émission. De même. Même chose, chers Merci à auditeurs, toi. pardon, ça nous a fait très plaisir que vous soyez présents. Et Merci puis, à si vous. vous voulez d'autres hors-séries de ce genre-là, n'hésitez pas à le signaler de quelque manière que ce soit, hein, voilà, tout simplement. Merci encore à tout le monde, et puis passez une excellente journée, et puis on se retrouve très bientôt pour parler à nouveau de tout et de rien. Ciao. Ciao. Le petit ciao au final. Ciao. Le ciao timide.